Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette séance de mathématiques, encore une fois. Et aujourd'hui, on va essayer de traiter la correction du baccalauréat mathématique, je veux dire baccalauréat des mathématiques, euh, baccalauréat 2020, ou encore baccalauréat du Covid-19, comme on doit l'appeler dorénavant. Et pour ne pas gaspiller beaucoup de temps, on va essayer d'attaquer directement la correction et on va lire les lancers au fur et à mesure, comme on a déjà fait pour les autres vidéos des autres baccalauréats. Et on commence. Allez, j'espère que vous ayez encore le souffle de suivre la vidéo jusqu'à la fin et de bien donner votre impression, c'est-à-dire contrairement ou avec, c'est-à-dire en accord avec ce qu'on dit dans les réseaux sociaux et partout, donc si c'est difficile vraiment ou non. Alors on commence. L'exercice 1 sur les suites numériques. Soit la suite UN définie par U0 est égal à 3 demi et UN plus 1 est égal à 2 UN sur 2 UN plus 5 pour tout n appartenant à n. Donc c'est ce qu'on appelle les suites récurrentes. C'est-à-dire un terme, il est défini en fonction des autres termes, c'est-à-dire que le précède. En première question, on nous dit de calculer U1. Alors, c'est une question très facile qui fait vraiment une petite entrée avec laquelle on peut casser le stress et d'ouvrir bien l'appétit pour attaquer les autres choses. Alors, U1, il suffit tout simplement de remplacer le U0 dans la formule de U1. Donc on a U1 est égal 2U0 sur 2U0 plus 5, c'est-à-dire c'est 2 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 5, et c'est en total est égal à 3 huitièmes. Donc voilà pour 0,25 points, comme j'ai dit, et une bonne ouverture de l'appétit pour attaquer les autres choses. D'accord, alors en deuxième question, on nous dit de montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, n est supérieur strictement à 0. Alors, dans le raisonnement par récurrence toujours, on a deux étapes, ce qu'on appelle l'étape d'initialisation, c'est-à-dire on vérifie pour les premiers termes. Dans notre cas, pour n est égal à 0, on a déjà U0 est égal à 3 demi, donc c'est un réel positif supérieur strictement à 0, donc c'est très bien. Pour le E1 aussi qu'on vient de calculer, c'est égal à 3 huitièmes, c'est encore supérieur strictement à 0. Donc c'est très bien pour notre initialisation. On passe maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire l'hérédité. L'hérédité c'est quoi? On suppose que ce qu'on veut démontrer est vrai pour UN, c'est-à-dire jusqu'au nème terme. Jusqu'au terme n, je veux dire, c'est le nème, c'est normalement UN, c'est le n plus 1ème, donc je veux dire ce qui est vrai pour n, voilà. Et on essaye de voir est-ce que c'est vrai pour n plus 1 aussi. Alors, on suppose que n est supérieur strictement à 0, pour tout n appartenant à n. Et on remplace le n plus 1 par sa valeur de définition, c'est 2un sur 2un plus 5, qui est de la première remarque, donc on peut dire que c'est un réel positif. Pourquoi? Parce que 2un c'est encore strictement 0, 2n plus 5 c'est strictement 0, donc un rapport entre deux réels strictement positifs est aussi un réel strictement positif. Donc on peut en déduire que notre un plus 1 est bien supérieur à 0. Supérieur strictement à 0, ça veut dire que notre inégalité, elle est bien vraie et elle est bien correcte. C'est-à-dire UN est supérieur strictement à 0, quel que soit n appartenant à n. En troisième question, on nous dit de montrer que pour tout n appartenant à n, UN plus 1 est compris entre 0, c'est-à-dire 0 inférieur strictement à UN plus 1, et le n plus 1 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes de UN. Alors, premièrement, on vient de montrer dans la question précédente que UN est strictement positif, quel que soit n appartenant à n. N, c'est un ensemble infini. Donc, quel que soit n appartenant à n, il existerait encore un n plus 1, c'est-à-dire un n qui est supérieur à cet n. Puisque
UN est supérieur strictement à 0, quel que soit n, donc c'est vrai aussi pour n plus 1. Donc on a déjà la moitié de l'inégalité, ou bien de l'inéquation, elle est correcte. Donc déjà, quel que soit n appartenant à n, 0 est inférieur strictement à n plus 1. Il nous reste maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire un plus 1, est-ce qu'il est vraiment inférieur ou égal à 2 cinquièmes de un? Très bien. Quand on veut comparer deux réels, on a toujours deux méthodes, à savoir que on peut faire le rapport entre les deux réels, voilà, et on compare le résultat par rapport à 1. Si ce qu'on trouve est supérieur à 1, donc le numérateur est supérieur au dénominateur, sinon c'est l'inverse. Ou autrement, on compare les deux réels en faisant la soustraction. On retranche l'un de l'autre, et c'est ce qu'on va faire dans notre cas. On va faire un plus 1 moins 2 cinquièmes de un, et on va comparer le résultat par rapport à 0. Alors, un plus 1 moins 2 cinquièmes un est égal, on remplace le un plus 1 par sa valeur de définition, c'est de un sur 2n plus 5 moins 2n moins 2 cinquièmes un, comme vous voyez devant vous. Donc essayez de copier tout ce qui est écrit chez vous, donc faites pause et copiez ce que vous voyez dans votre écran de PC ou bien de votre mobile, donc pour mieux faire la concordance entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Et bien sûr, chacun de vous va utiliser ses propres capacités de comprendre ou bien d'interpréter ce qui est devant lui. Donc, comme on a dit, c'est égal à 2un, on factorise par 2un, donc c'est 2un facteur de 1 sur 2n plus 5 moins 1 cinquième. Ça veut dire encore, donc on fait au même dénominateur, ce qui est entre la parenthèse, donc ça nous donne 2un facteur de 5 moins 2n moins 5, qui va s'en aller ensuite sur 5 facteur de 2n plus 5 au dénominateur. Ça nous donne moins, le moins, devant 4un carré sur 5 facteur de 2n plus 5. Alors le un carré au carré, c'est un carré donc positif, le 4 il est positif, donc le produit est positif aussi. Le dénominateur c'est 5 positif, 2un positif, le 5 positif, donc on est devant un réel positif avec un moins devant. C'est-à-dire qu'on est devant un réel qui est strictement négatif, puisque bien sûr le n ne peut pas annuler. Par suite, on peut déduire que le un plus 1 moins le 2 cinquièmes un, ça nous donne un nombre négatif. Ça veut dire que le premier terme est inférieur ou égal au deuxième terme. Ça veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes un. Donc on vient finalement de montrer, en combinant les deux parties de l'inéquation ou bien de l'inégalité, ce qu'on a déjà trouvé 0 inférieur strictement à un plus 1, et ce qu'on a trouvé maintenant, pour écrire finalement que 0 est inférieur strictement à un plus 1, inférieur ou égal à 2 cinquièmes de un. Donc jusqu'à maintenant, l'exercice il est encore un peu simple et lucide, etc. On va passer maintenant à des choses un peu compliquées, en déduire que pour tout n appartenant à n, 0 inférieur à un inférieur ou égal à 3 demi facteur de 2 cinquièmes à la puissance n. Alors cette question, je ne vais pas dire que c'est une question qui est difficile, mais c'est une question qui va apparaître pour quelqu'un qui n'a jamais vu un exercice semblable ou bien un astuce pareil de ce qu'on va faire maintenant. Ça pourrait être un peu compliqué. Mais ça n'empêche d'admettre que c'est vrai et passer aux questions suivantes qui sont alors un peu encore plus simples que celle-là. Mais je vous assure que personnellement, dans notre chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur un exercice où on a utilisé la méthode semblable à ce qu'on va faire maintenant, et j'espère très bien que vous aurez encore l'occasion de le voir sur l'une des vidéos sur les suites numériques. C'est un exercice, d'un extrait du baccalauréat, donc pour les gens qui ont déjà travaillé tous les baccalauréats antérieurs, c'est sûr qu'ils auront la chance de tomber sur un exercice semblable. Alors, on a montré dans ce qui est passé que 0 est inférieur strictement à un plus 1, inférieur ou égal à 2 cinquièmes de un.
Ce qui est vrai pour n plus 1, quel que soit n appartenant à n, donc c'est vrai pour U1, U2, U3, etc. Donc, on peut écrire aussi que 0 est inférieur strictement à U1, inférieur ou égal à 2 cinquièmes fois U0. Il suffit de remplacer le n par 0, donc le n plus 1 devient U1 et le UN devient U0. C'est vrai aussi pour U2, donc 0 inférieur strictement à U2, inférieur ou égal à 2 cinquièmes fois U1. Donc on remplace le n par 1. Et on peut remplacer n par n'importe quel entier naturel. Donc on fait une série d'inégalités avec le 0 à gauche, le UN plus 1 au milieu et le 2 cinquièmes UN à droite. Donc 0 inférieur à U1 inférieur à 2 cinquièmes U0, 0 inférieur à U2 inférieur à 2 cinquièmes U1, 0 inférieur à U3 inférieur ou égal à 2 cinquièmes U2, jusqu'à 0 inférieur strictement à UN, inférieur ou égal à 2 cinquièmes UN-1. Ce qu'on va faire maintenant, après ça, c'est de multiplier les membres de l'inégalité ou bien de l'inéquation, respectivement les uns par les autres, en suivant les colonnes. C'est-à-dire la colonne des zéros, on multiplie 0 par 0 par 0, donc toute la colonne, 0 multiplié par 0 n fois, ça va nous donner 0. On va multiplier le U1, U2, U3, c'est-à-dire ça va nous donner U1 fois U2 fois U3 fois jusqu'à fois UN-1 fois UN. Et la colonne de droite, de l'extrême droite, c'est 2 cinquièmes fois U0 fois 2 cinquièmes fois U1 fois 2 cinquièmes fois U2, c'est-à-dire que le 2 cinquièmes il se répète à chaque fois, jusqu'à UN-1. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On simplifie maintenant par le U1, le U2, le E3 jusqu'à UN-1, parce qu'il est au centre et il est à droite. Et le 0, quand on divise 0 par n'importe quel réel, ça devient 0. Donc qu'est-ce qui nous reste au milieu? Il va nous rester UN. Et à gauche, c'est 0. Qu'est-ce qui va nous rester à droite? C'est tout simplement U0, parce qu'il n'y a pas de U0 au milieu pour simplifier par U0. Donc U0 va rester. Et le 2 cinquièmes, vous allez remarquer qu'il s'est répété en puissance n fois. Pourquoi n fois? Parce que si vous comptez U0, U1, U2, U3, etc. jusqu'à n-1, donc ça nous donne n-1 plus 1 terme, c'est-à-dire n fois. Donc quand on compte par exemple 0, 1 jusqu'à 9, on vient de compter déjà 10 chiffres. Donc 0, 1 jusqu'à 9, donc c'est 9 plus le 0, c'est 10. C'est la même chose ici. Donc le U0 jusqu'à n-1, ça nous donne n fois. Donc on obtient 0 inférieur strictement à UN, inférieur ou égal à U0 fois 2 cinquièmes à la puissance n. Notre U0 est égal à quoi? Ça a été égal à 3 demi. Donc il suffit de remplacer U0 par 3 demi et on trouve ce qu'on nous a demandé de montrer. Ça veut dire 0 est strictement inférieur à UN, qui est inférieur ou égal à 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Le calcul de la limite en petit b de la troisième question. Alors, on remarque que le 2 cinquièmes, c'est une fraction qui est comprise entre 0 et 1. Ça veut dire que c'est une virgule qui est inférieure à 1. Ça veut dire que plus qu'on en fait une puissance, plus que ça diminue jusqu'à tendre vers 0 avec quand on fait avec n fois, avec n strictement, c'est-à-dire très grand. Donc particulièrement quand n tend vers plus l'infini, le 2 cinquièmes à la puissance n est égal à 0. Donc ça c'est très important aussi de le savoir. Par exemple, quand on fait 0,5 fois 0,5, ça nous donne 0,25. C'est encore petit. Si on multiplie par 0,5, ça va nous donner 0,125 et ainsi de suite. Donc plus qu'on multiplie, plus qu'on fait la puissance d'un réel qui est petit, ou bien d'une fraction petite, c'est-à-dire inférieure strictement à 1, et bien sûr supérieur à 0, donc plus que on fait la puissance, plus que ça diminue jusqu'à tendre vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est le seul astuce qui est dans cette question. Donc en termes de limite, on peut dire que 0 il est inférieur à la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire avec l'inégalité qu'on vient de trouver,
qui est inférieur bien sûr à la limite de 3,5 fois 2 cinquièmes à la puissance n, et c'est pourquoi on a précédé de calculer la limite de 2 cinquièmes à la puissance n. Donc en termes de limite, la limite de n il est compris entre 0 et 0, ça veut dire que un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça c'est une question aussi qui est très facile, qui est à la portée. Quatrièmement, on introduit une autre suite géométrique nommée Vn, définie par Vn est égal à 4un sur 2un plus 3, c'est-à-dire une suite qui est définie en fonction de la suite précédente, porte n appartenant à n. On nous dit en première question, petit a, de montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2 cinquièmes. Alors une suite géométrique, ça veut dire une suite dont le terme s'écrit en fonction du terme précédent multiplié par un réel qu'on appelle la raison. Donc il suffit de montrer par exemple que Vn plus 1 est égal à Vn fois quelque chose fois un réel différent de 0 pour dire que notre suite Vn elle est géométrique. C'est ce qu'on va essayer de prouver maintenant. Alors Vn plus 1 est égal, donc il suffit de remplacer un par un plus 1, donc ça nous donne 4 un plus 1 sur 2 un plus 1 plus 3 au dénominateur. Donc le n plus 1 aussi, on le remplace par sa définition en fonction de un, donc ça nous donne ce que vous voyez devant vous, donc un tas de un et des termes comme ça, donc essayez de copier ce qui est écrit, c'est 4 fois 2un sur 2n plus 5 sur 2 fois 2n sur 2n plus 5 plus 3. Donc essayez de le copier parce que quand on le répète verbalement et en vocal, ça donne un encombrement qui est un peu qui n'est pas un peu clair. Donc avec des calculs, on arrive à montrer que notre Vn plus 1 est égal à 8 fois un sur 10 un plus 15 au dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On factorise par le 5 au dénominateur et on décompose le 8 en 2 fois 4, donc pour aboutir à visibiliser le 2 cinquièmes dont on a dit que c'est bien la raison de cette suite géométrique. Donc on voit très bien que Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes fois 4un sur 2un plus 3, et c'est bien la définition de notre Vn de départ. Donc Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes fois Vn. Par suite, on en déduit que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 2 cinquièmes. C'est aussi une question de petit calcul tout simplement. Donc c'est une question un peu facile. La dernière question sur l'exercice des suites numériques, c'est-à-dire pour avoir gagné les 4 points, ça c'est la question petit b. On nous dit de déterminer Vn en fonction de n et ensuite en déduire un en fonction de n aussi. Donc on vient de montrer que Vn c'est une suite géométrique de raison Q est égal à 2 cinquièmes, donc il suffit d'utiliser l'une des propriétés dont on a déjà parlé dans des exercices sur les suites numériques et dans les vidéos précédentes dans notre chaîne. Et vous pouvez en trouver aussi des exercices dans pas mal de chaînes d'autres collègues et sur des sites Google, etc. Donc il suffit de faire d'une simple recherche, et bien sûr c'est une propriété que vous devez connaître dans votre cours en principe. Vn est égal à Q à la puissance n fois V0. Ça c'est une propriété que tout le monde doit connaître et que j'ai insisté moi personnellement dans des vidéos. C'est parmi les choses dont on doit avoir connaissance. Donc quand on écrit Vn est égal à Q à la puissance n fois V0, donc notre V0, ça a été quoi? Il suffit de remplacer le un par u0, donc c'est 4 fois u0 sur 2 u0 plus 3, ça nous donne 4 fois 3 demi, puisqu'on sait que u0 est à la 3 demi, sur 2 fois 3 demi plus 3, ça nous donne 6 sur 6 qui est à la 1. Donc notre V0, elle est égale à 1. Par suite, notre Vn est égal à 1 fois Q à la puissance n, le Q c'est 2 à la puissance 5, donc Vn est tout simplement égal à 2 sur 5 à la puissance n. Donc vous voyez encore que déjà cette moitié de la question c'est quelque chose, il n'y a pas de facile que ça.
on déduire un en fonction de n pour tout n appartenant à n. Donc ici, ce sont tout simplement des calculs. J'espère très bien que je n'aurai pas commis de faute en faisant ça. Vn est égal à 4un sur 2un plus 3. Donc, moi j'ai fait cette petite astuce. Il y aurait peut-être d'autres méthodes. Mais moi j'ai ajouté un 6 au numérateur et j'ai enlevé un 6 sur 2un plus 3. Tout simplement pour simplifier la tâche. Donc 4un plus 6 sur 2un plus 3, ça devient égal à 2, moins 6 sur 2un plus 3. C'est-à-dire j'ai ajouté un 6 sur 2n plus 3 et j'en ai retranché. Donc c'est comme si j'ai rien fait. Ce qui est équivalent à dire que le 6 sur 2n3 plus 3 est égal à 2 moins Vn qui était égal à 2 cinquièmes à la puissance n. Ça veut dire que maintenant on cherche un, donc on doit essayer de l'isoler donc, dans l'une ou l'autre partie de l'égalité. Donc le 6 sur 2 moins 2 cinquièmes à la puissance n moins 3 est égal à 2 un. Ça veut dire que en finale, un est égal à 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n sur 2 moins 2 cinquièmes à la puissance n. Donc c'est une valeur que c'est tout simplement des calculs. Il n'y a pas quelque chose de compliqué là-dessus aussi. Donc c'est très bien pour cet exercice sur les suites numériques. C'est à vous maintenant de juger est-ce que c'est vraiment un exercice facile ou pas. On passe à l'exercice sur les complexes, le deuxième exercice. Alors le deuxième exercice sur les nombres complexes, on nous donne dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation E définie par z carré moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6z plus 6 est égal à 0. En petit a, on nous dit tout simplement de montrer que le delta, le discriminant de l'équation E est égal moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Donc c'est tout simplement des calculs qu'on va essayer de faire. Alors le delta, d'après sa définition, c'est b carré moins 4ac, comme vous le connaissez déjà. Alors notre b, dans notre cas, c'est moins 2 facteur de racine de plus racine de 6, donc au carré, moins 4 fois a qui est égal à 1, et le c est égal à 16, donc moins 4 fois 1 fois 16, qui est tout simplement égal, c'est une forme d'identité remarquable. La troisième catégorie, c'est a au carré moins b au carré, donc c'est moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6, le tout au carré, donc on n'a pas touché, moins 4 fois 16, c'est 64, qui est égal à 8 au carré, ou bien encore c'est 2 au carré fois 4 au carré, c'est 2, c'est 8 au carré. Donc voilà. Et donc a au carré moins b au carré, ça nous donne a moins b facteur de a plus b, voilà. Et le a c'est moins 2 facteur de racine de plus racine de 6, et le b c'est 8. Donc c'est ce qu'on a fait, donc la deuxième étape, c'est moins 2, racine de 2 plus racine de 6, moins 8, facteur de moins 2, racine de 2, racine de plus racine de 6, plus 8. On factorise par le moins 4, c'est-à-dire les moins 2, le moins 2 de la première parenthèse, et le 2 de la deuxième parenthèse, donc on obtient moins 4, facteur de racine de 2 plus racine de 6, plus 4, parce que le moins aussi de 8 va partir, et le 2 aussi, donc ça va devenir plus 4. Facteur de... maintenant, on va échanger la place du 8 avec le racine de 2, racine de 6, donc ça devient 4 moins racine de 2 plus racine de 6, puisque le 2 est parti avec la factorisation. Alors là encore, on est devant une identité remarquable, encore, mais maintenant le a c'est 4 et le b c'est racine de 2 plus racine de 6. Ça veut dire que notre égalité est égale à moins 4 facteur de 4 au carré moins racine de 2 plus racine de 6 au carré. Très bien, donc là encore, ça veut dire quoi? Le 4 au carré est égal à 16, le racine de 2 plus racine de 6, c'est une identité remarquable, donc c'est de a plus b le tout au carré, donc c'est racine de 2 au carré, plus racine de 6 au carré, plus 2 racine de 2 racine de 6. Mais avec le moins qui est devant la parenthèse, alors ça va devenir 16 moins racine de 2 au carré, moins racine de 6 au carré, moins 2 racine de 2 racine de 6. Voilà.
Encore, on va simplifier les calculs. Donc le moins 4 elle est encore là. Donc 16, racine de 2 au carré, c'est 2, racine de 6 au carré, c'est 6. Et le moins 2, racine de 2, racine de 6, on n'y touche pas. Donc 16 moins 2 moins 6, ça veut dire 16 moins 8, c'est 8. Donc notre égalité devient, c'est moins 4 facteur de 8 moins 2 racine de 2 racine de 6. Alors le 8, on va encore le décomposer, c'est 2 plus 6. Donc ça devient moins 4 facteur de 2 plus 6 moins 2 racine de 2 racine de 6. Le 2 encore, on va le mettre sous forme de carré, c'est racine de 2 au carré, et le 6 aussi. Donc ça devient moins 4 facteur de racine de 2 au carré, plus racine de 6 au carré, moins 2 racine de 2 racine de 6. Pour tout simplement formuler l'énoncé remarquable de la forme a au carré plus b au carré moins 2ab, c'est-à-dire a moins b de t au carré, et le a c'est racine de 6, et le 2 c'est racine de 2, et on trouve que c'est très bien moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré, qui est bien égal à ce qu'on nous a demandé de trouver. Oui, c'est très bien, c'est un peu long, mais c'est maniable, c'est faisable aussi. Deuxième question, en déduire les solutions de l'équation E. Alors je pense que cette première question, la petite a, c'est peut-être la question la plus mauvaise des autres, en ce qui concerne le temps, tout simplement. Alors les racines de l'équation, bien les solutions de l'équation, c'est tout simplement Z1 est égal moins B plus I racine de la valeur absolue de delta sur 2. Il faut faire attention au delta, on n'écrit jamais un réel négatif ou bien un naturel ou bien n'importe quoi, on n'écrit jamais quelque chose de négatif sur la racine carrée, donc il faut éviter. Il ne faut pas faire cette faute. Hein. Donc c'est moins b, c'est quoi? Le b, ça a été quoi? Ça a été moins 2, racine de 2 plus racine de 6. Avec le moins, ça va nous donner racine de 2 plus racine de 6. Avec le 2 qui va se simplifier, donc il nous reste racine de plus racine de 6. Et le i, racine de delta. Alors la racine de delta c'est quoi? La valeur absolue de delta, ça nous donne 2 facteurs de racine de 2 moins racine de 6. Parce que 4 est égal à 2 au carré. Et avec le 2 du dénominateur, ça va se simplifier aussi, donc il nous reste i facteur de racine de 6 moins racine de 2. Et bien sûr, l'autre racine, ce n'est autre que le conjugué de la première racine, c'est-à-dire z2, c'est le conjugué de z1, c'est racine de 2 plus racine de 6 moins i racine de 6 moins racine de 2, et vous pouvez vérifier si c'est bien correct ou non. Deuxième question. Soit les nombres complexes a est égal à racine de 6 plus racine de 2 plus i racine de 6 racine de 2. Ouais, vous pouvez remarquer déjà l'odeur de notre racine qu'on a trouvée. Le b est égal à 1 plus i racine de 3 et c est égal à racine de 2 plus i racine de 2. Alors en petit a, on vous dit de vérifier que b fois c bar est égal à a. Puis on déduire que ac est égal à 4b. Donc le C bar c'est quoi? C'est tout simplement, il faut mettre le moins à la place du plus de C. Donc ça va devenir, c'est racine de 2 moins I racine de 2. Donc on passe directement au calcul. Donc B fois C bar, ça veut dire c'est B c'est 1 plus I racine de 3, facteur de racine de 2 moins I racine de 2. C'est tout simplement des calculs. 1 fois racine de 2, 1 fois moins I racine de 2, I racine de 3 fois racine de 2, i racine de 3 fois moins i racine de 2, ça nous donne i fois i, ça nous donne moins 1, avec le moins c'est plus, donc ça nous donne plus racine de 3, racine de 2. Donc devant vous, ici encore de copier ça, c'est très bien. Ça nous donne racine de 2 plus racine de 6 plus i racine de 6 moins racine de 2, qui n'est autre que la définition de a. Donc on peut bien écrire que b fois c bar est égal à a. Maintenant, on déduire que AC est égal à 4B. Alors AC c'est quoi? AC est égal, d'après ce qu'on a trouvé, c'est BC bar, donc ce qu'on a trouvé multiplié par C. Et le C bar fois C, c'est tout simplement, c'est la somme des carrés de sa partie réelle, de sa partie imaginaire. Donc c'est le B facteur de racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. C'est-à-dire 2 plus 2, c'est 4. Par suite, donc AC est égal à 4B. Et vous pouvez remarquer aussi que cette question est bien facile.
Petit b, écrire les nombres complexes b, c'est sous forme trigonométrique. Alors, avant de commencer les calculs, je vais répéter encore. Ce qui est très intéressant et ce qui est obligatoire de connaître, c'est le tableau des valeurs usuelles, des angles usuels. Le 0, le pi sur 6, le pi sur 4, le pi sur 3, le pi sur 2. Je le répéterai toujours chaque fois qu'on a à faire un exercice sur les complexes. Donc ça, vous devez le connaître. Donc on passe au calcul maintenant et vous allez voir que on va tout simplement nous en servir de ça. B est égal à 1 plus i racine de 3, C est égal à la racine de 2 plus i racine de 2. Donc le B, on va commencer par le B, c'est 1 plus i racine de 3. Donc pour passer à la forme trigonométrique, on va pouvoir faire paraître les valeurs de ce que je vous ai dit, les valeurs usuelles qu'on connaît. Donc enfin, on multiplie par 1, 2 et on divise par 2. Donc ça devient 2 facteur de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et le 1 demi et le racine de 3 sur 2 sont autres que le cosinus de pi sur 3 et son sinus respectivement. Donc on écrit que b est de module 2 et d'argument p sur 3. Donc b est égal à 2 facteur de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. La même chose pour c, c'est racine de 2 plus i racine de 2. Il suffit de factoriser par 2, donc c'est 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Ce n'est autre, le racine de 2 sur 2, ce n'est autre que le cosinus de pi sur 4 et son sinus aussi. Parce que pour pi sur 4, le cosinus est égal au sinus est égal à la racine de 2 sur 2. Donc ça, ce sont des valeurs que vous devez connaître. Et je le répète toujours dans mes vidéos, il faut que vous ayez une façon de pouvoir dresser ce fameux tableau chaque fois que vous en aurez besoin. Donc c'est égal à 2 facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Par suite on écrit, donc l'écriture encore usuelle, c'est de module 2 et d'argument pi sur 4. La question c'est, on déduire que a est égal à 4 facteur de cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Alors là, tout simplement pour cette question, vous aurez besoin d'un petit rappel que j'ai écrit au-dessus dans votre écran, vous allez le voir. Le cosinus de a moins b est égal à cosinus de a cosinus b plus i sinus a sinus b. Le sinus de a moins b est égal à sinus a cosinus b moins cosinus a sinus b. Donc ce sont deux formules sur la trigonométrie que vous devez aussi connaître. Si vous ne pouvez pas les établir chaque fois que vous en aurez besoin, il faut les apprendre par cœur. Donc ou bien chacun fait sa façon de s'en rappeler. Donc ça aussi c'est obligatoire et ça vient toujours et ça sert toujours dans les exercices de la trigonométrie. Alors d'après la question petit a, on a montré que a est égal à b fois c bar. C'est ce qu'on va utiliser maintenant. Donc a est égal 2 fois cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé dans la forme trigonométrique de b. Et le c bar, donc on va remplacer encore le plus par le moins dans ce qu'on a trouvé dans c, c'est 2 cosinus de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Il suffit maintenant de développer le produit des parenthèses, donc c'est cosinus de pi sur 3 fois cosinus de pi sur 4, moins i cosinus de pi sur 3 fois sinus de pi sur 4, plus on a bien sûr avec le 4 en facteur, plus le i sinus de pi sur 3 maintenant fois cosinus de pi sur 4, moins i sinus de pi sur 3 fois i sinus de pi sur 4. Donc c'est tout simplement question de calcul. Faites attention quand il y a des encombrements comme ça, on peut oublier un moins ou bien plus. J'espère très bien que je n'aurai pas commis de faute aussi. Donc notre a devient égale 4 facteur de cosinus de pi sur 3 fois cosinus de pi sur 4 plus sinus de pi sur 3 fois sinus de pi sur 4. Et vous remarquez qu'on tombe sur le petit rappel de cosinus de a moins b. Voilà. La même chose pour le sinus, c'est 4i facteur de sinus pi sur 3 cosinus de pi sur 4 moins cosinus de pi sur 3 fois sinus de pi sur 4. C'est tout simplement la deuxième formule de sinus de a moins b. Donc on peut dire que a est égal à 4 facteur de cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4 plus i sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Donc il suffit tout simplement de connaître ces deux formules et bien sûr comme la majorité des gens disaient que ça peut être un peu apparemment lent, mais ce n'est pas aussi difficile que dans la majorité des questions, c'est pas aussi difficile. Donc le pi moins 3 moins pi sur 4,
c'est tout simplement 4pi moins 3pi sur 12 qui est égal à pi sur 12. Donc en conclusion, le petit a est égal à 4 fois cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. La question numéro 3. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal, orthonormé OUV, on considère 3 points B, C et D d'affixes respectives B, C et D, et avec D est égal à A à la puissance 4. On nous dit encore soit Z l'affixe d'un point M quelconque du plan et Z' l'affixe M' de son image par une rotation R de centre O et d'angle pi sur 12. En petit a, on nous dit de vérifier que Z' est égal à 1/4 A fois Z. Alors, avant de commencer la question sur la rotation, je vais faire encore un petit rappel de la formule que je souhaite que vous l'avez déjà vue dans des vidéos précédentes sur notre chaîne. C'est la formule prépondérante quand on a affaire avec la rotation dans le plan complexe. C'est très intéressant. Là, notre relation dit quoi? Ça nous dit que Z' moins oméga est égal à exponentielle de iθ facteur de Z moins oméga. Z', c'est l'affixe de l'image M'. Z, c'est l'affixe du point de départ M. L'oméga, c'est l'affixe du centre de la rotation. Et le θ, c'est l'angle de la rotation, puisque bien sûr, une rotation est caractérisée par son centre et son angle. Donc, si vous arrivez à établir cette relation, bien toujours vous vous rappelez de cette relation, alors tout devient très facile. Et c'est ce que vous allez voir maintenant. D'après la relation, Z' moins oméga est égal à exponentielle de iθ, facteur de Z moins oméga. Et puisque O c'est le centre du repère orthonormé, donc l'affixe de O est égal à 0. Donc on peut écrire que Z' moins 0 est égal à exponentielle de I, le θ c'est pi sur 12, donc I pi sur 12 facteur de Z moins 0. Donc c'est la relation 1 et c'est déjà la moitié de la réponse. Maintenant, on transforme la forme exponentielle du complexe en forme trigonométrique. Donc exponentielle de I pi sur 12 est égal, c'est 1 puisqu'il n'y a rien devant l'exponentielle, donc c'est 1 fois cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Donc c'est un complexe de module 1 et d'argument pi sur 12. Alors qu'est-ce qu'on fait puisqu'on veut faire apparaître le A, donc on multiplie par 4 et on divise par 4. Donc c'est 1/4 fois 4 facteur de cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12, parce que on a déjà montré que le A est égal à 4 cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Donc tout simplement, c'est ce qui nous donne, c'est 1/4 fois A. Ça c'est la formule 2. Donc en combinant la formule 1 et la formule 2, ça veut dire que Z' est égal à 1/4 de A fois Z moins 0, c'est-à-dire Z. On écrit alors que Z' est égal à 1/4 de A fois Z. Petit b, on nous dit de déterminer l'image du point C par la rotation R. Alors on vient de montrer dans la question A que Z' est égal à 1/4 A fois Z, c'est-à-dire l'affixe d'un point, de l'image d'un point est égal à 1/4 fois A fois l'affixe de ce même point. Donc on va écrire que l'affixe C' de l'image C', grand C' du point C, c'est égal à 1/4 A fois petit c, c'est-à-dire l'affixe du point C. Or, on a déjà montré dans la question petit a de la question 2 que AC est égal à 4B. Donc notre C' devient 1/4 fois 4B qui est tout simplement égal à B. Donc C' est égal à B. Par suite, l'affixe de l'image du point C, c'est petit b. Or, ce petit b est nôtre que l'affixe du grand B. D'après les données, donc on considère les points B, C et D d'affixes respectifs petit b, petit c, petit d. Donc petit b c'est l'affixe du grand B. Par suite, on peut dire que l'image du point grand C par la rotation R, c'est bien le point grand B. Petit c, on nous dit de déterminer la nature du triangle OBC. Alors, on va faire une petite indication sur les propriétés d'une rotation. Une rotation, c'est une application qui garde, entre autres, les distances invariables, c'est-à-dire avec une rotation,
la distance d'un segment, la norme d'un vecteur, elle ne change pas avec l'application de la rotation. Ça veut dire que avec la rotation, la distance OB ne va pas changer. Donc OB est égal à OC, puisque B c'est l'image du point C. Donc voilà, c'est tout simplement cette petite indication qui va nous donner la réponse à cette question. Par suite, puisque le OB est égal à OC, donc on peut dire que le triangle OBC est un triangle isocèle. Donc un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés isométriques. Alors, il n'y a pas que d'être isocèle qui est la seule propriété que peut avoir un triangle. Il se peut qu'il soit aussi rectangle, ou bien équilatéral, ou bien... Non, mais on va faire la remarque aussi, puisque l'angle de rotation c'est π sur 12, ça veut dire que c'est l'angle entre OB et OC, donc c'est un triangle qui possède un angle π sur 12, qui est différent de π sur 3, donc il ne peut pas être équilatéral, et il est différent aussi de π sur 2, donc non plus il ne peut pas être rectangle. Par suite, le OBC est tout simplement isocèle, et il est loin d'être ni équilatéral ni rectangle. Mais vous n'êtes pas obligé de dire tout ça. Il suffit de répondre que le triangle OBC est isocèle. C'est déjà la réponse à la question petit c. La dernière question sur l'exercice des complexes. Montrer que a à la puissance 4 est égal à 128 petit b. Et on déduire que les points O, B et D sont alignés. Très bien, alors là encore c'est une question d'intelligence, on doit remarquer qu'il y a le petit d là-bas dans les données qui est égal à a sur 4, donc on doit chercher ou trouver une astuce qui va nous donner cette égalité. Alors d'après la question petit c de la question numéro 2, on a montré que a est égal à 4 fois cosinus de π sur 12 plus i sinus de π sur 12. Ça veut dire qu'à la puissance 4, c'est tout simplement ce qu'on a trouvé. À la puissance 4, c'est 4 cosinus de π sur 12 plus i sinus de π sur 12 à la puissance 4. Donc on isole le 4 à la puissance 4 et on utilise la formule de Moivre. Qu'est-ce qu'il nous dit cette formule de Moivre que vous devez normalement connaître aussi et vous devez toujours penser à l'utiliser. Je l'ai répété toujours dans les vidéos, chaque fois que vous avez une puissance vous avez affaire à un complexe avec des puissances, il faut directement penser à cette formule de Moivre et penser aussi à la forme trigonométrique. Donc le cosinus de π sur 12 plus i sinus de π sur 12 à la puissance 4, c'est tout simplement cosinus de 4 π sur 12 plus i sinus de 4 π sur 12. Il suffit de faire tomber le 4 à l'intérieur des sinus et des cosinus, à côté de l'argument du complexe. Le 4 sur π sur 12, ça donne tout simplement π sur 3. Et de même pour le sinus. Donc, ça nous donne cosinus de π sur 3 plus i sinus de π sur 3. Ça, le cosinus de π sur 3, comme on a déjà dit, comme j'ai déjà dit, vous devez le connaître. Donc, c'est 1,5 plus i racine de 3 sur 2 comme sinus. Donc, c'est la forme algébrique maintenant de ce complexe, cos de π sur 3 plus i sinus de π sur 3. Donc c'est ce qu'on appelle la formule 2. On a maintenant la formule 1 et la formule 2. On va essayer de les combiner et on trouve que a à la puissance 4 est égal à 4 à la puissance 4 qui était devant la puissance avant la formule de Moivre, fois ce qu'on trouve maintenant, c'est 1,5 fois b, parce que le b c'est quoi? C'est 1 plus i racine de 3 d'après la définition. Donc c'est 4 à la puissance 4 fois 1,5 fois b. Le 4 à la puissance 4, c'est combien? C'est 256. Ou bien c'est 16 fois 16. Ou bien c'est 128 fois 2. Donc 256 sur 2 est égal à 128 fois b. Donc on vient de montrer que a à la puissance 4 est bien égal à 128 fois b. Essayez de copier encore ce qui est écrit, faites pause et pour bien vous concentrer sur la correction. Maintenant, on déduit que les points O, B, D sont alignés. Donc on vient de montrer que D est égal à la puissance 4. Le D c'est quoi? C'est tout simplement la fixe du vecteur OD, donc c'est la distance OD,
qui était à la puissance 4, qui était à la 128 fois b. Donc par suite, on peut dire que OD est égal à 128 fois OB. Ou bien petit d est égal à 128 fois petit d. Mais le d, le petit b, ce sont tout simplement des affixes des vecteurs OD et OB. Par suite, on peut dire que le vecteur OD est égal à 128 fois OB. Et puisque les deux vecteurs ont la même origine qui est O, donc on peut dire que les deux vecteurs sont collinéaires, et par suite, avec cette condition d'avoir O en commun, donc on peut déduire que les points OB et D sont bien alignés. Alors c'est très bien pour l'exercice sur les complexes aussi, et on va passer à l'analyse, c'est-à-dire les fonctions avec les deux exercices, exercice 1 et exercice 2 de la dernière partie de cet examen. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, c'est-à-dire le premier exercice sur les fonctions numériques. Alors, on considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini, bien sûr avec 0 non compris, par g de x est égal à 2 racine de x moins 2 moins ln de x. En première question, on nous dit de montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Donc c'est une question du genre de montrer que, vérifier que, donc c'est toujours facile par rapport à d'autres questions où on vous dit par exemple de trouver ou bien calculer, parce que vous allez trouver un résultat dont vous ne serez jamais sûr, est-ce que c'est vrai ou non. Par contre, une question comme ça, si tu ne trouves pas que g' est égal vraiment à ce qu'on vous a donné, donc c'est faux, tu dois réviser ce que tu as fait. Alors g' de x est égal, tout simplement la définition c'est 2 racine de x moins 2 moins ln de x, le tout prime. Donc on décompose la fonction, ça devient 2 racine de x prime moins 2 prime moins ln de x prime. Donc chacun a sa façon de faire, mais de toute façon, tous les chemins mènent à la même conclusion, tous les chemins mènent à Rome. Donc 2 racine de x prime, c'est 2 fois 1 sur 2 racine de x. Le 2 prime, c'est 0, donc c'est une constante dont la dérivée est nulle. Le ln de x, ça devient moins 1 sur x. Donc ça nous donne, le 2 avec le 2 vont se simplifier, il nous reste 1 sur racine de x, c'est tout simplement racine de x sur x, moins 1 sur x, et avec le même dénominateur, on trouve très bien que g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Petit b, montrer que g est croissante sur 1 plus l'infini. Alors, pour montrer qu'une fonction est croissante, il suffit de montrer que g' de x, il est positif, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va montrer. Alors, pour x appartenant à 1 plus l'infini, ça veut dire autrement que x est supérieur ou égal à 1, puisque l'intervalle 1 et 1 plus l'infini fermé en 1. Ça veut dire que la racine de x est supérieure à la racine de 1 qui était à la 1. Par suite, la racine de x moins 1 est supérieure ou égale à 0. Et on a encore le x appartenant à 1 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1, et le 1 il est supérieur ou égal aussi à 0. Voilà. Donc x est supérieur à 0, racine de x moins 1 est supérieur à 0, donc le rapport entre les deux, ça veut dire racine de x moins 1 sur x, elle est aussi supérieure ou égale à 0. Par suite, g' de x est supérieur à 0, g' de x est positive dans l'intervalle 1 plus l'infini, et c'est ce que veut dire que g est croissante sur ce même intervalle, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Petit c, on nous dit d'en déduire que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, 0 est inférieur ou égal à ln de x, qui est inférieur ou égal à 2 racines de x. On nous donne une petite remarque entre parenthèses, donc on va s'en servir quand on va arriver à ce stade où il serait utile. Et donc on commence par ce qu'on a trouvé dans la question petit b, c'est-à-dire que g est une fonction croissante sur 1 plus l'infini. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g de 1 est inférieur ou égal à g de x. Parce que x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que 1 est inférieur ou égal à x. Alors le g de 1, c'est combien? Il suffit de remplacer le 1 de remplacer x
par 1, donc dans la formule de G, ça veut dire c'est 2 racine de 1 moins 2 moins ln de 1 qui est égal à 2 moins 2 moins 0, ça veut dire est égal à 0. Donc 0 est inférieur ou égal à g de x. Donc déjà, voilà la première étape. Dans la deuxième étape, on va maintenant nous servir de la remarque qu'on nous a donnée. Donc 2 racine de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racine de x. Alors on va retrancher ln de x dans les deux parties de l'inégalité. Ça veut dire 2 racines de x moins 2 moins ln de x est inférieur ou égal à 2 racines de x moins ln de x. On vient de montrer que 0 est inférieur ou égal à g, donc à 2 racines de x moins 2 moins ln de x. Donc on introduit notre 0, c'est-à-dire notre résultat qu'on a trouvé. Donc 0 inférieur ou égal à 2 racines de x moins 2 moins ln de x inférieur ou égal à 2 racines de x moins ln de x. Ce qui veut dire que 0, par transitivité, elle est maintenant inférieure ou égale à 2 racines de x moins ln de x. C'est ce qui est très intéressant. Ça veut dire encore que ln de x est inférieur ou égal à 2x. Alors essayez de copier ce qui est écrit devant vous et refaire la lecture et l'analyse et l'interprétation, chacun de sa façon, pour que chacun puisse comprendre avec son taux de compréhension. Alors maintenant on vient de montrer que ln de x est inférieur ou égal à 2 racines de x, c'est-à-dire la moitié de l'inégalité. Maintenant, on remarque aussi que la fonction logarithmique, c'est une fonction croissante. Donc, quel que soit x appartenant à plus l'infini, log de 1, qui est égal à 0, il sera inférieur ou égal à log de x. Très bien, donc finalement, ça veut dire que 0 est inférieur à la log de x. Donc finalement, pour tout x appartenant à plus l'infini, on combine les deux inégalités qu'on a trouvées, 0 inférieur ou égal à ln de x, qui est aussi inférieur ou égal à 2 racine de x, et c'est ce qu'on nous a demandé de montrer. Petit d, montrer que pour tout x de 1 plus l'infini encore, 0 est inférieur ou égal à ln de x à la puissance 3 sur x carré inférieur ou égal à 8 sur racine de x. Et on déduire la limite de ce qui est au milieu. Très bien. Alors, c'est tout simplement, on va commencer par ce qu'on a trouvé dans la question C, et on va voir que ça marche. Alors 0 est inférieur à la ln de x, inférieur ou égal à 2 racines de x. On met le tout au cube, donc 0 au cube c'est 0, inférieur ou égal à ln de x au cube, inférieur ou égal à 2 racines de x au cube. Alors là, c'est pas une étape qui est évidente pour n'importe quel réel. C'est tout simplement, puisque ce sont tous des réels qui sont supérieurs ou égal à 0. Si jamais il y avait un élément négatif entre les trois, ça ne serait pas évident. Donc le passage, c'est tout simplement évident lorsque les réels sont positifs. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Alors, encore une fois, on divise par le x carré, puisque le x il appartient à 1 plus l'infini, donc il est différent de 0, et aussi il est positif, donc les inférieurs et ne doivent pas changer, et le positionnement des membres de l'égalité aussi, donc c'est un antipositif, c'est un réel positif, donc rien ne va changer. Alors, ça nous donne 0 inférieur ou égal à ln de x à la puissance 3 sur x carré, inférieur ou égal aussi à 2 racines de x, le tout au cube sur x carré. Alors, le 2 racines de x au cube, c'est tout simplement c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Le racine de x à la puissance 3, c'est racine de x fois racine de x fois racine de x, ça veut dire c'est x racine de x. Et le x carré, c'est tout à fait x carré. Le x sur x carré, ça donne quoi? Ça donne x. Et le racine de x sur x, ça donne la racine de x dans le dénominateur. Ça veut dire que c'est égal à 8 sur racine de x. Très bien. Ça veut dire finalement que 0 est inférieur ou égal à ln de x à la puissance 3 sur x carré, qui est inférieur à 8 sur racine de x. Pour ce qui est de la limite maintenant, alors la limite de ce qui est au milieu, il est compris entre 0 et la limite de 8 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers 0 aussi. Donc un réel qui ont compris entre 0 et 0 et peut être égal à 0, ça ne peut être que
nul, donc la limite de ln de x sur, à la puissance 3 sur x carré est égale à 0. Question numéro 2, on nous dit de montrer que la fonction grand G, qui est égale à x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x, est une primitive de g de x sur 0 plus l'infini. Alors pour ceci, il suffit tout simplement de montrer que la dérivée de g est égale à petit g. Donc grand G est égal à petit g. Alors g' de x est égal x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x, le taux prime. Donc moi j'ai fait de la façon qu'il s'agit de deux fonctions f fois g par exemple, donc c'est x fois l'autre fonction qui est à l'intérieur de la parenthèse, mais on peut le faire de plusieurs façons différentes. On peut par exemple développer le calcul, c'est-à-dire mettre c est égal à moins x, moins 4 tiers racine de x fois x, moins ln de x fois x. Donc moi j'ai fait de cette façon que j'ai trouvé la plus simple de toutes. Donc c'est la dérivée de x fois ce qui est devant la parenthèse, donc c'est 1 fois ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, plus le x fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc on laisse la première partie. La deuxième partie, la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc le moins 1, la dérivée c'est 0. Le 4 tiers racine de x, la dérivée c'est 4 tiers fois 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de ln de x, multiplié par le x qui était à l'extérieur de la parenthèse, donc c'est x sur x. Donc on trouve c'est moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x plus 4x sur 2 fois 3 fois racine de x moins x sur x, qui est égal. Le moins x sur x ça nous donne moins 1, avec le moins 1 ça nous donne moins 2. Le moins ln de x il n'est pas touché, donc on le laisse. Alors on assemble maintenant le 4 tiers racine de x plus 4 tiers racine de x sur 2. Voilà, donc c'est racine de x facteur de 4 tiers plus les 2 tiers. Voilà, parce que le x sur racine de x, ça donne aussi un racine de x. Donc on aboutit à racine de x facteur de 4 tiers plus 2 tiers, qui est égal tout simplement à g de x. Donc je ne sais pas, je peux que je commette une erreur en parlant, mais ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez copier ce qui est écrit et encore refaire les calculs vous-même. Donc de toute façon, c'est comme ça. Donc g' est égal à g de x. Par suite, on peut dire que g est vraiment une primitive de petit g. En petit b de la question 2, on nous dit de calculer l'intégrale entre 1 et 4 de g de x d de x. Alors l'intégrale de 1 quart g de x d de x, c'est tout simplement, c'est la primitive de g qu'on a montré, c'est-à-dire grand g de x, entre 1 et 4. Il suffit de remplacer le x par 4 et par le 1, donc comme vous voyez devant vous, on trouve l'intégrale entre 1 et 4 de g de x est égale à 19 tiers moins 4 ln de 4, à moins qu'il y ait une faute de calcul. Donc c'est une question de calcul aussi. Alors c'est très bien pour cette première partie, c'est-à-dire l'exercice numéro 1 sur les fonctions, c'est fini. On va essayer d'attaquer maintenant le problème sur les 7 points, c'est-à-dire la plus grande partie en ce qui concerne les points de cet examen. Alors on passe à la dernière partie, c'est-à-dire au problème sur les fonctions numériques, encore avec f de x défini sur R par f de x est égal à moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle moins 2 moins 4. Et avec C, ou bien CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ d'unité de centimètres. Alors il faut faire attention, puisqu'on on vous a exigé l'unité, donc il faut travailler avec l'unité de centimètre. Ça pourrait être pour éviter l'encombrement des points particuliers de la fonction, peut-être. Donc on saura ça après, quand on arrive à ce stade. Alors en première question, en petit 1, on nous dit de montrer que la limite de f de x au moins l'infini, c'est plus l'infini, et inversement, en plus l'infini, f de x est égal à moins l'infini. Alors là encore, on va commencer par ce qu'on connaît, donc par les limites usuelles qu'on connaît, et là on remarque que
la limite de exponentielle de x moins 2 moins l'infini, c'est égal à 0. Parce que la limite de e de x moins 2, c'est aussi e de x, puisque le moins 2, c'est un petit réel devant l'infini, donc ça ne sert à rien. Donc quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x moins 2 tend vers 0. Donc tout le terme avec le 1,5, l'exponentielle et le facteur entre parenthèses, ça va tendre vers 0. Donc il nous reste que la limite de f de x, c'est tout simplement la limite de moins x, puisque le 5,5 aussi c'est un petit réel qui ne sert à rien devant les infinis. Donc la limite de f de x, qui est égale à la limite de moins x au moins l'infini, qui est égale à plus l'infini. De même pour en plus l'infini, la limite de x, de exponentielle de x moins 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de moins tout le terme en exponentiel avec le terme entre parenthèses, ça va tendre vers moins l'infini avec le moins qui est devant le 1,5. Donc on est devant moins l'infini. Et le x qui tend vers plus l'infini avec le moins, ça tend vers moins l'infini aussi. Donc la somme de moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Essayez encore de copier et de relire ce qui est écrit devant vous. Donc on vient de montrer que effectivement la limite en moins l'infini c'est plus l'infini, et inversement en plus l'infini c'est moins l'infini. La question numéro 2. Démontrer en petit a, démontrer que la droite delta d'équation y est égale à moins x plus 5 demi est une asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Pour ceci, comme on l'a toujours répété sur les exercices et les vidéos qu'on a déjà fait sur les fonctions numériques, il suffit de montrer que la limite de f de x moins l'équation de cette courbe, l'équation de cette fonction, l'équation de ce qu'on veut montrer, f de x moins ça, il faut qu'on prouve que est égal à 0. Au voisinage qu'on nous donne, c'est-à-dire maintenant au voisinage de moins l'infini, donc c'est au moins l'infini. Donc on doit calculer la limite de x, quand x tend vers moins l'infini, de f de x moins, entre parenthèses, moins x plus 5 demi, et c'est ce qu'on va faire. Donc cette limite est égale tout simplement, f de x est égal à moins 5 plus 5 demi, moins 1 demi avec les termes en exponentiel. Si on nous débarrasse de moins 5 plus 1 demi, il ne reste que les termes en exponentiel. Donc ça devient la limite de en moins l'infini de moins 1 demi, exponentielle de x moins 2, facteur de x moins 2 moins 4. Or, on a déjà dit dans la question précédente que l'exponentielle de x moins 2 tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Ça veut dire que la limite du total est égale à 0. Par suite, on vient de montrer que la droite delta est bien une asymptote ACF au voisinage de moins l'infini. Donc c'est une question qui est très simple, il suffit tout simplement d'avoir en son esprit cette définition, bien cette propriété sur les asymptotes. La question petit b, on nous dit de résoudre l'équation exponentielle de x moins 2 moins 4 est égale à 0. Puis montrer ou bien en déduire le positionnement de la courbe C par rapport à la droite delta d'équation y est égale à moins x plus 5 demi sur l'intervalle moins l'infini de plus ln de 4 et sur l'intervalle de plus ln de 4 plus l'infini. On commence donc par la résolution de l'équation, c'est facile. Exponentielle de x moins 2 moins 4 est égal à 0, ça veut dire exponentielle de x moins 2 est égal à 4. Et en introduisant le logarithme, ça veut dire que le logarithme de exponentielle de x moins 2 qui est égal à x moins 2 est tout simplement égal à ln de 4. Ça veut dire que notre solution c'est x est égal à 2 plus ln de 4. Donc l'ensemble des solutions c'est tout simplement le singleton de plus ln de 4. Maintenant, on va passer à l'autre bout de la question, c'est-à-dire le positionnement de C par rapport à delta. Alors pour ceci, on doit calculer le f de x moins l'équation de delta, c'est-à-dire moins x plus 5 demi. Alors le f de x moins x plus 5 demi, ça veut dire c'est il ne reste les termes avec l'exponentielle dans la formule de f de x. Donc c'est égal à moins 1 demi de exponentielle de x moins 2 facteur de x moins 2 moins 4. Très bien. Le exponentiel de x moins 2, le exponentiel est toujours un nombre positif, donc en ce qui concerne le signe, il ne sert à rien, donc c'est positif. Il y a le moins devant le 1,5, donc on peut remarquer déjà que f de x moins l'équation de delta
il est de signe différent que exponentielle de x moins 2 moins 4, c'est-à-dire il est de signe différent de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Or, le x moins 2, le exponentiel de x moins 2 moins 4, c'est tout simplement le membre de gauche de notre équation qu'on vient de résoudre. Ça veut dire quoi? Puisque le x est égal à 2 plus ln de 4, c'est la solution de l'équation, ça veut dire que lorsqu'exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à 4, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2 plus ln de 4. Et vice-versa, c'est-à-dire si exponentielle de x moins 2 est supérieur ou égal à 4, alors le x il est supérieur ou égal à 2 plus ln de 4. Ça veut dire, en titre de calcul encore, que f de x moins x plus 5 demi, il est inférieur à 0 pour le exponentiel de x moins 2 moins 4, il est supérieur à 0, puisqu'ils sont de signes différents. Donc essayez de copier encore ce qui est écrit devant vous pour mieux vous concentrer sur ce que ça veut dire. Ça va vous aider à mieux comprendre. Et encore, le f de x moins l'équation de delta, il est supérieur à 0 pour e de x moins 2 moins 4 est inférieur ou égal à 0, puisqu'ils sont de signes différents. Et puisqu'on a dit que le exponentiel de x moins 2 moins 4, son signe il dépend de l'inégalité entre x et 2 plus ln de 4, ça veut dire que f de x moins x plus 5 demi est supérieur à 0 quand x est inférieur à 2 plus ln de 4. Ça veut dire encore que le f de x est supérieur à l'équation de delta pour les x inférieurs à 2 plus ln de 4, c'est-à-dire pour les x appartenant à moins l'infini 2 plus ln de 4. C'est-à-dire encore en interprétation géométrique que c de f est au-dessus de delta pour x appartenant à moins l'infini 2 plus ln de 4. Et il est en dessous, contrairement lorsque x appartenant à 2 est plus ln de 4 plus l'infini. Donc essayez de copier ce qui est écrit, ça va vous aider mieux pour une bonne concentration et une bonne compréhension aussi par la suite. Donc on vient de montrer ce qu'on nous a demandé dans la question petit b de la question numéro 2. La question numéro 3, on nous dit de montrer que la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à moins l'infini, et on nous dit d'interpréter géométriquement le résultat. Alors, la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale tout simplement à la limite de la formule de f sur x, qui va nous donner le moins x sur x, c'est moins 1, le 5 demi sur x, ça va nous donner 5 sur 2x, et moins 1 demi avec le terme en exponentiel sur x. Alors, le petit passage qu'on va faire, c'est que le exponentiel de x moins 2, on peut le mettre chez exponentiel de x fois l'exponentiel de moins 2, ou tout simplement est égal à e de x sur e au carré. Donc la limite de moins 1 plus 5 sur 2x en plus l'infini, c'est 0. Donc on s'en débarrasse. Il nous reste la limite de 1 demi avec le moins, donc le moins d'un demi, avec le e au dénominateur, le e au carré, donc on le met aussi, puisque c'est un réel, donc il ne sert à rien, donc c'est un scalaire, on le met à part. Donc il nous reste la limite de exponentielle de x sur x qui tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est une limite usuelle aussi que vous devez connaître. Fois la limite de exponentielle de x moins 2 moins 4 en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc on a cet 1 plus l'infini fois 1 plus l'infini avec le moins devant. Donc la conclusion, c'est que la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à moins l'infini. Alors je répète encore, essayez de copier les choses devant vous pour que vous ayez bien le temps de comprendre. Pour l'interprétation géométrique, la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à moins l'infini, ça veut dire que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc ça veut dire c'est une branche qui aurait la tête en dessous. Donc elle va tourner la tête en dessous, c'est-à-dire en dessous avec l'axe des ordonnées. Et c'est ce qu'on va voir lorsqu'on
lorsqu'on va tracer la courbe de f. La question numéro 4. Montrez que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal moins, entre parenthèses, exposé de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Alors là encore, attachez vos ceintures, vous avez affaire à des calculs, donc il faut être très attentif, il faut prendre son temps, bien se concentrer pour ne pas perdre un mois ou bien plus quelque part et vivre un stress encore plus ou moins aigu. Alors f' de x qui est égal, c'est tout simplement, on réécrit la formule de x entre parenthèses, on met le prime. Donc moi j'ai encore fait une façon où j'ai décomposé la fonction en plusieurs fonctions. Donc le moins x prime ça devient moins 1. Le 5 demi on s'en débarrasse parce que la dérivée d'une constante c'est 0. Alors encore les termes en exponentiel, alors j'ai fait comme s'il s'agit d'une fonction f fois g. Donc c'est le moins 1 demi qui est une constante, c'est un réel, et il est en gros là. Donc fois exponentielle de x moins 2 dérivée, fois l'autre partie, l'autre parenthèse qui n'est pas dérivée, et encore moins 1 demi. Alors maintenant c'est l'autre partie qui est dérivée, et le exponentielle de x moins 2, il est resté comme ça. Donc des calculs, essayez de suivre devant vous. J'espère que j'ai pas commis de faute de calcul moi aussi. Donc on arrive bien à montrer que f' de x est égal à moins exponentielle de x moins 2 moins 1. Le tout au carré, c'est de recopier ce qui est écrit, donc c'est très bien. Alors on passe maintenant au tableau de variation. Alors comme on le répète toujours, pour dresser un tableau de variation, on a besoin de deux choses qui sont indispensables déjà. C'est les limites aux bornes plus la dérivée de la fonction. La dérivée de la fonction, on en déduit la nature de la fonction, sa monotonie par exemple, etc. Ensuite, les limites aux bornes, c'est on s'assure que c'est très bien, si on trouve par exemple la fonction est croissante ou décroissante, on va s'assurer lorsqu'on a affaire à des limites aux bornes. Comme vous voyez devant vous par exemple dans ce tableau de cette fonction, alors la limite en moins l'infini ça a été plus l'infini, et la limite en plus l'infini c'est moins l'infini, donc automatiquement la fonction va descendre de plus l'infini vers moins l'infini. Donc il faut qu'on trouve que le signe de la fonction dérivée, c'est-à-dire f', il faut qu'il soit négatif. Parce que la limite montre que la fonction est décroissante, il faut aussi que le signe de la dérivée le montre aussi, il faut qu'il soit négatif. Et donc c'est très bien, et dans le tableau de variation aussi, on peut trouver les points où s'annulent les fonctions, bien les fonctions dérivées, donc j'ai essayé d'écrire le 2, puisque la dérivée f' s'annule en 2, ce serait un point particulier donc dans la courbe, c'est ce qu'on va voir, et donc puisqu'il est particulier, on doit aussi calculer son f, c'est-à-dire son image par f, c'est encore 2. Donc voilà, le tableau de variation, c'est un peu ça. Et on passe maintenant à la question numéro 5. La question numéro 5, on nous dit de calculer la dérivée seconde, c'est-à-dire f seconde de x pour tout x appartenant à R, et en déduire que le point de coordonnées de 2 est un point d'inflexion de c, c'est-à-dire de la courbe de la fonction f. Alors la dérivée seconde, c'est tout simplement la dérivée de la dérivée. Par suite, on écrit f seconde de x est égal à f' de x, le tout prime. Donc on remplace le f' de x par ce qu'on a trouvé, c'est moins exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré, bien le tout prime. Alors quand on a affaire à une fonction en puissance, c'est-à-dire f à la puissance n dérivée, c'est tout simplement c'est n, c'est-à-dire la puissance, on fait tomber la puissance, c'est n fois f à la puissance n moins 1 fois f'. Maintenant, le n est égal à 2, donc notre dérivée devient, c'est moins 2, le moins il est toujours là, donc on ne touche pas. On fait tomber le 2, donc c'est moins 2, fois ce qui est entre parenthèses le tout prime, et fois ce qui est entre parenthèses encore à la puissance de moins 1, c'est-à-dire 1. Ça veut dire que la dérivée de exponentielle de x moins 2 moins 1, la dérivée c'est tout simplement c'est 1 fois exponentielle de x moins 2, donc parce que la dérivée de 1 c'est 0, fois exponentielle de x moins 2 moins 1, la puissance de moins 1 comme on a dit, qui est égale à 1.
Voilà. Donc le f seconde est égal moins 2 exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 1. Alors on passe maintenant à la définition du point d'inflexion. C'est tout simplement le point où la dérivée seconde s'annule. Voilà, tout simplement. Donc il suffit de mettre le seconde est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que le exponentiel de x moins 2 moins 1 est égal à 0, puisque le 2 ne peut pas s'annuler, le moins 1 aussi, et l'exponentiel aussi ne s'annule jamais. Un exponentiel n'est jamais nul, donc c'est e à la puissance 1 réelle qui ne peut pas être égal à 0. Ça veut dire que exponentiel de x moins 2 est égal à 1. On introduit encore le logarithme, donc log de e de x moins 2 est égal à log de 1. Ça veut dire que le x moins 2 est égal à 0, donc équivalent à dire que x est égal à 2. Donc déjà, la fonction f admet un point d'inflexion d'abscisse est égal à 2. Donc pour répondre à la question numéro 5, il nous faut encore maintenant de trouver l'image de ce x qui est égal à 2, ou bien l'ordonnée du point d'abscisse 2. C'est la même chose, c'est tout simplement le langage qui diffère. Donc f de 2, on a déjà trouvé que c'est moins 2 plus 5 demi, moins demi facteur de exponentielle de 2 moins 2 c'est 0, et le exponentiel de 2 moins 2 c'est 0, c'est-à-dire exponentielle de 0 c'est 1, ça veut dire c'est moins 2 plus 5 demi plus 3 demi, qui est tout simplement égal à moins 2 plus 8 sur 2, c'est-à-dire c'est 4, 4 moins 2 c'est 2, donc f de 2 est égal à 2. Donc on a montré que le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 2 est un point d'inflexion de la courbe C de f. Pour la question numéro 6, alors on nous dit de montrer que l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique, alpha, telle que alpha est compris entre 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. Alors là, c'est une question, encore c'est un genre de question qui se répète dans des examens du baccalauréat. Donc pour ceux qui ont déjà l'occasion de voir des exercices semblables, ils vont pouvoir répondre. Sinon, ça paraîtra un peu bizarre. Alors nous, on va répondre, mais avec une sorte de production écrite, au lieu des calculs cette fois-ci. Alors on dit que, puisque f est une fonction continue, et en plus elle est décroissante, donc c'est-à-dire monotone, donc on déduit qu'elle est bijective. Et les bijectives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout élément de son domaine de définition, il y a toujours une image. Et pour son domaine d'arrivée, c'est-à-dire le domaine des images, il y a toujours un antécédent. Et l'image et l'antécédent sont uniques. Il existe et sont uniques. Donc on vient déjà de répondre à la moitié de la question. Donc il suffit de dire que, puisque la fonction est bijective, donc ce qui veut dire que chaque réel admet un antécédent qui est unique. Donc en particulier le 0, puisque c'est un réel appartenant à R, donc il existe aussi un antécédent. Ça veut dire un alpha tel que f de alpha est égal à 0. Donc voilà pour la moitié de la question. Pour montrer maintenant que alpha est compris entre 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4, il suffit de prouver que f de 2 plus ln de 3 est supérieur à 0, et contrairement, f de 2 plus ln de 4 est inférieur ou égal à 0. Bien parce que f est décroissante. Donc devant vous les calculs, f de 2 plus ln de 3, c'est moins 2 moins ln de 3, plus 5 demi, plus le terme en exponentiel, on remplace le x par 2 plus ln de 3, et la même chose pour 2 plus ln de 4, pour ne pas perdre du temps ici de copier ce qui est écrit devant vous. Donc on montre très bien que f de 2 plus ln de 4 est inférieur à 0, qui est égal à f de alpha, est inférieur à f de 2 plus ln de 3. Donc on vient de montrer que 2 plus ln de 3 est inférieur à alpha, qui est inférieur à 2 plus ln de 4, puisque la fonction encore est bijective. Donc ça c'est pour ce qui est de la question numéro 6. La question numéro 7, construire delta et C dans le même repère OIJ, donc vous allez voir sur la courbe, vous allez trouver même le tracé de
La fonction inverse aussi f-1, donc c'est sur le même repère et sur le même schéma. Donc quand on va arriver à la question petit b de la question numéro 8, c'est-à-dire le tracé de la courbe f-1, donc vous allez trouver que c'est déjà fait dans cette question numéro 7. Donc vous allez voir devant vous la courbe C de f avec tous les points particuliers, l'asymptote et tout. Donc on passe à la question numéro 8. Question 8. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Donc là, on va tout simplement répéter ce qu'on a déjà dit dans la question numéro 6. Ça veut dire que puisque la fonction elle est continue et en plus décroissante, donc elle est bijective. Donc ce qui veut dire qu'elle admet une fonction réciproque f-1. Il reste tout simplement de montrer que cette fonction f-1 elle est définie sur R. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Il suffit de trouver les images des bornes du domaine de définition, mais puisque on travaille dans R, ça veut dire que les bornes c'est moins l'infini plus l'infini, donc il suffit de nous rappeler du limite qu'on a trouvé. La limite de f de x en plus l'infini c'est moins l'infini, et la limite de f de x en moins l'infini c'est plus l'infini, ça veut dire que f de R c'est encore R par suite, donc le f-1 elle est définie bien sur R, donc il suffit d'indiquer que la fonction est bijective et bien sûr quand vous avez affaire à des domaines de définition particuliers, il faut trouver les f des bornes, donc il faut faire attention à ce genre de questions. Ça c'est en petit a. En petit b, comme j'ai déjà dit, donc il suffit de voir la courbe de f-1 avec la courbe de f. Alors la courbe de f-1, même si on ne connaît pas encore f-1 elle est définie comment, mais on connaît déjà qu'il y a une propriété qui dit que c'est tout simplement l'image de la fonction, l'image de la courbe de la fonction de départ f c'est-à-dire son image par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Donc c'est ce que vous allez remarquer sur le repère où on a tracé les deux courbes. Pour la dernière question, petit c, on nous dit de calculer f-1' de 2 moins ln de 3. Et on nous dit de remarquer que f-1 de 2 moins ln de 3 est égal à 2 plus ln de 3. Alors là, c'est une question vraiment un peu particulière. Moi, personnellement, je l'ai fait d'une façon que j'ai trouvé un peu simple, mais je ne sais pas s'il y aurait encore d'autres façons de la faire. Alors, quand on a affaire à f rond g, par exemple, f des fonctions composées, quand on a affaire à f rond f-1, c'est-à-dire la composée d'une fonction et de sa réciproque, f rond f-1 de x, quel que soit x du domaine de définition, est égal à x, c'est-à-dire la fonction identité. Par suite, la dérivée de notre composé f rond f-1 est égale à 1, c'est-à-dire une constante qui est égale à 1, quel que soit x appartenant à R. Donc particulièrement, pour notre point dont on cherche le f'-1, donc f rond f-1 le taux prime de 2 moins ln de 3 est égal à 1. Voilà, très bien. Maintenant, le f rond f-1 le taux prime, c'est quoi? Alors, la dérivée d'une fonction composée, c'est la dérivée de la première fonction rond f-1, c'est-à-dire ou bien une fonction entre g, en un point, et bien sûr multiplié par la dérivée de la fonction réciproque en même point. Ça veut dire, en termes de calcul devant vous, que f' rond f-1 de 2 moins ln de 3 fois f-1' de 2 moins ln de 3 est égal à 1. Voilà. Alors, comme indication, on nous a donné le f-1 de 2 moins ln de 3 est égal à 2 plus ln de 3. Ça veut dire que f' rond f-1 de 2 moins ln de 3 est égal à f' de 2 plus ln de 3. Donc on remplace le f-1 de 2 moins ln de 3 par sa valeur. Donc même si je dois parler beaucoup, donc c'est mieux que vous
copier ça sur vos trucs, sur un cahier ou bien une feuille. Vous allez essayer de vous concentrer sur ce qui est écrit pour une bonne compréhension. Je répéterai toujours ce petit blabla. Et donc, ça veut dire qu'il suffit de remplacer maintenant le x dans ce qu'on a trouvé pour f' par le 2 plus ln de 3. Donc on a trouvé que f' est égal à moins exponentielle de x moins 2 moins 1. Donc on remplace le x par 2 plus ln de 3. Et avec le moins 2, on se débarrasse des 2. Il nous reste moins exponentielle de ln de 3 moins 1 le tout au carré. Et l'exponentielle de ln de 3, c'est tout simplement égal à 3. Donc c'est moins 3 moins 1 le tout au carré, donc c'est moins 4. Donc on a trouvé que f' rond f-1 de 2 moins ln de 3 fois f-1' de 2 moins ln de 3 est égal à 1. Par suite, le f' qu'on cherche de 2 moins ln de 3, c'est 1 sur ce qu'on a trouvé dont f' rond f-1, donc c'est moins 1 quart. J'espère très bien que je n'aurai pas commis de faute, sinon vous avez essayé de me corriger si vous trouvez quelque chose qui ne va pas dans un commentaire, ou bien si vous avez d'autres remarques à faire, ou bien d'autres propositions, alors on va essayer d'être toujours disponible. Et on vous souhaite bon courage pour une autre fois, surtout pour les gens qui n'ont pas bien travaillé sur cet examen. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du parcours, ce n'est pas la fin de l'avenir. Parfois, une faute spontanée ou bien une faute imprévue peut virer tout le parcours vers un avenir qui serait meilleur ou bien vers le mieux. Donc il ne faut jamais être négatif, il ne faut jamais penser pessimiste, il faut toujours croire au mieux. Alors, je vous dis à bientôt dans une autre occasion.